15 avril 2023. Carlos Tavares, patron du groupe Stellantis, faisait une révélation fracassante. Un plan produit incluant le lancement de nouveaux véhicules badgés du logo Lancia pour les années à venir. Cette nouvelle surprenait d'autant plus que, faisant certes partie du groupe italo-franco-américain depuis la fusion de Fiat Chrysler Automobile et de PSA en 2021, la marque italienne était donnée comme moribonde il y a encore quelques semaines. Ne survivant que grâce à un unique modèle, la petite Y vendue exclusivement sur le sol italien, le constructeur autrefois emblématique n'est en effet plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Si le calendrier dévoilé récemment est respecté, l'Y devrait être électrifié en 2024. 2 ans plus tard, un véhicule 100% électrique devrait être mis en production. Sous réserve qu'elle soit confirmée, cette nouvelle annonce donc la renaissance d'une marque qui a laissé une empreinte inégalée dans le monde de l'automobile de série et de compétition. Vincenzo Lancia naît dans le Piémont italien en 1881. Il décide au sortir de l'adolescence de devenir mécanicien dans une usine de bicyclettes. Dirigée par Giovanni Battista Cerano, cette manufacture sera intégrée en 1899 dans une nouvelle société dénommée Fabbrica Italiana Automobili Torino ou Fiat. La même année, il présente un prototype d'automobile. Après la signature d'un contrat le liant à la marque, la fabrication en série de son véhicule se voit attribuée à Fiat. Vincenzo Lancia devient donc de facto employé de la firme naissante. En parallèle, passionné de course automobile, il s'illustre comme pilote jusqu'en 1909 au volant de voitures siglées Fiat. 3 ans plus tôt, en partenariat avec 2 autres passionnés, il avait fondé l'entreprise qui porte toujours son nom aujourd'hui, Lancia. Le premier véhicule produit sera le châssis 12 HP révélé en 1908. En 1912, le premier camion de la marque est dévoilé. Cette activité perdurera jusqu'en 1975, l'année de son intégration au sein de la marque Iveco. L'année suivante, un atelier de carrosserie sera inauguré. Une nouvelle auto sera dévoilée à cette occasion. Habitude qui restera attachée à la marque, elle était désignée par une lettre puisée dans l'alphabet grec, θ. Cette voiture se distinguera entre autres par la présence d'un réseau électrique complet intégrant klaxon, tableau de bord rétro-éclairé ainsi qu'un démarreur électrique. 1922 est une année charnière. L'entreprise présente alors la Lambda, voiture embarquant 3 innovations qui feront grand bruit. Tout d'abord, le choix d'enfermer l'arbre de transmission dans un tunnel à l'intérieur de l'habitacle permet d'abaisser sensiblement le châssis. Les suspensions de l'essieu avant sont rendues semi-indépendantes par l'utilisation d'une lame transversale. Le moteur est un 4 cylindres en V. Sa particularité est que l'angle des cylindres n'est ouvert que de 20 degrés. Cette disposition particulière permet de préserver des cotes plus réduites en longueur qu'un moteur en ligne, sans trop grever la largeur du groupe motopropulseur. Elle a également pour avantage de permettre l'utilisation d'une culasse unique. Plusieurs décennies plus tard, Volkswagen reprendra cette idée en communiquant ardemment sur le génie Diesel, mais en se gardant bien de mentionner sa réelle paternité. Revenons à la Lambda. Dernière innovation et non des moindres, le traditionnel châssis allongeron sera délaissé pour une membrane en acier emboutie formant une coque unique. Lancia venait de créer le principe de caisse autoporteuse dont sont encore équipées la quasi-totalité des automobiles. Les avantages de cette solution sont les suivants. Une rigidité au moins égale voire supérieure au système à châssis et caisse séparés, ainsi que la simplification du process d'assemblage en série du véhicule complet. Quelques années plus tard, les effets de la crise financière de 1929 démarrée aux États-Unis poussent nombre d'États, dont la France, à instaurer des barrières douanières. Pour contourner celle-ci, est inaugurée 2 ans plus tard une usine Lancia dans la ville de Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne. Des Lambda, Artena, Astura, Augusta. Les modèles qui seront produits dans les années suivantes resteront dans les annales comme autant de voitures de luxe et de très grande qualité.
L'année 1937 verra la disparition de Vincenzo Lancia, emporté par une crise cardiaque. Gianni Lancia, son fils, lui succède alors à la tête de l'entreprise. Avant sa mort subite, le père avait mis en chantier la voiture qui restera probablement l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, l'Aurelia. Grande innovation, l'auto sera présentée après la Seconde Guerre mondiale. La carrosserie aérodynamique recouvrait une suspension dotée de 4 roues indépendantes ainsi que d'un groupe boîte de vitesse embrayage différentiel à l'arrière. Mais aussi une nouveauté qui allait faire date, elle fut la première voiture de série à être proposée en motorisation V6. Le carton commercial qui suivit son lancement ne suffit cependant pas à générer suffisamment de bénéfices pour compenser les dépenses faramineuses englouties dans la passion de Gianni Lancia, la course automobile. Passion tellement dévorante que le patron allait même jusqu'à ordonner l'arrêt de la production de véhicules de tourisme, préférant garder le peu d'argent disponible pour des dépenses liées à la compétition. Ce qui devait arriver arriva. L'entreprise au bord de la faillite dut être vendue en 1956. L'acquéreur, un cimentier, revendra Lancia à l'entreprise Fiat en 1969. Propulsée marque premium du groupe, l'entreprise connaîtra alors sa période la plus faste. Assis sur une manne gigantesque générée par les ventes de millions de populaires 128, 127 et autres 131, le groupe Fiat lancera un monstrueux programme en rallye dans lequel le constructeur Lancia jouera la première place. Car sur près de 2 décennies, peu de marques contesteront la domination des Fulvia, Stratos, 037, Delta S4 et surtout Delta Integral. 74 victoires et 10 titres de champion du monde des rallyes, plus de 30 ans après le retrait de la marque de ce qui est devenu depuis le WRC, Lancia reste recordman absolu dans cette discipline. Mais ses succès en compétition cacheront difficilement une réalité bien moins heureuse. Dans le domaine de la série, Lancia ne réussira jamais durant toutes ces années à se faire une place sérieuse dans le concert des marques premium européennes. Si quelques modèles tels que les Beta Coupé et Monte Carlo, l'excellente Thema, les Prisma, Delta 1 et 2 auront eu un succès d'estime, jamais la marque ne jouera les premiers rôles sur le continent. Mais pire encore, elle vivra une véritable descente en enfer durant les années 2000. Jusqu'à perdre l'essentiel de son âme la décennie suivante en se muant en centre de recyclage de vieilleries bas de gamme américaines. Tant et si bien que le constructeur ne doit aujourd'hui son pénible maintien en vie qu'à la petite Ypsilon distribuée exclusivement en Italie. D'aucuns se demanderont alors, mais pourquoi un tel fleuron de l'automobile européenne est-il tombé si bas ? À ceci plusieurs raisons que voici détaillées. Comme la grosse majorité de la production automobile italienne de l'époque, dans les années 1970 et 1980, la qualité des produits siglés Lancia était bien souvent inégale, pour ne pas dire désastreuse. Exemple non exhaustif. Lancia a lancé une procédure de rachat de centaines de leurs modèles bêta pour les mettre à la casse en raison d'un problème grave de corrosion au niveau des supports moteurs. Il est estimé que cet épisode a déjà coûté à Lancia aux alentours d'1 million de livres sterling. Nous écoutons Sue Lloyd Roberts. Les concessionnaires Lancia rachètent en ce moment à leurs clients leurs anciennes voitures à prix fort, autos qui vont être mises à la ferraille et leur offrent des substantielles remises sur des voitures neuves de remplacement. Cette opération, effectuée en pleine tempête médiatique, a pour but d'essayer de préserver la réputation de Lancia en Grande-Bretagne, deuxième marché de la marque après l'Italie. Le tout dans une tentative de dissimuler le problème de rouille qui détruit prématurément leur voiture. La corrosion démarre ici à la jonction de la partie avant du châssis, pièce maîtresse de la fixation du groupe motopropulseur. La conséquence, le moteur peut tomber. Les modèles affectés ne sont bons que pour la casse. Lancia a admis avoir déjà envoyé 500 voitures dans une casse bien protégée des caméras et située dans le Somerset.
400 autres voitures sont promises au même sort. Certains rapports font état de milliers d'autres véhicules, même récents, qui pourraient être concernés. Cet épisode ardemment médiatisé à l'époque a ruiné la réputation de Lancia dans une bonne partie des pays du nord du continent européen. Pays qui, avec des monnaies non alignées, renfermaient la quasi-totalité des clients potentiels de la marque, classés premium à l'époque, leur pouvoir d'achat étant supérieur à celui des clients situés dans les pays du Sud. Au début des années 2000, les finances du groupe Fiat sont au plus bas. Mauvaise nouvelle, les deux marques premium que sont Alfa Romeo et Lancia, toutes deux intégrées au conglomérat, sont également dans des états financiers désastreux. Sergio Marchionne, directeur du groupe à partir de 2004, décidera de sacrifier l'une des deux marques pour tenter de sauver l'autre. L'heureux élu sera la marque Biccione, le dindon de la farce, celle à la lance. Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts. Marchionne a avalé son bulletin de naissance, les deux marques ont rejoint la constellation Stellantis et l'électrification s'est invitée à tous les étages de la production automobile. Le moins que l'on puisse dire est que la stratégie de l'ex-patron était rien moins que foireuse. Depuis 4 millésimes, Lancia, ne possédant plus qu'un seul modèle vendu dans un seul pays, écoule bien plus de voitures au total que la marque pour laquelle elle était supposée se sacrifier, pourtant dotée d'une gamme bien plus complète, distribuée dans toute l'Europe. À l'instar d'Alfa Romeo, sous le règne Fiat, il faut reconnaître que nombre de produits siglés de la lance n'étaient que des assemblages d'organes issus des produits de gamme inférieure, recouverts d'une couche d'ustensiles et de décorations censés leur donner un éclat leur permettant de concourir dans la catégorie premium. Oui mais voilà, duper le client ne dure jamais. Car la comparaison avec les excellentes Mercedes-Benz et autres BMW de l'époque ne pouvait que tourner à l'avantage des Allemandes. Niveau de qualité sans aucune mesure avec les réalisations italiennes, moteur puissant et de très grosses cylindrées, performance de missiles, l'armada germanique a littéralement massacré la concurrence durant les 4 dernières décennies. Les marques italiennes premium, quoique proposant des produits souvent bien placés en prix, subirent le même sort que les hauts de gamme français de l'époque. Incapables de soutenir la comparaison, elles furent écartées du marché manu militari par les produits d'outre-Rhin. Et les récents bricolages à base de Chrysler rebadgés en douce et affublés de moteurs diesel aussi bons fussent-ils n'y firent rien. Le public, lassé d'attendre, finit par se détourner totalement de Lancia. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.